En 1990, dans un quartier tranquille de Colorado Springs, une mère de famille est froidement abattue par un homme cagoulé, qui disparaît dans la nuit avec son sac. Mais ce qui ressemble au premier abord à un vol qui a mal tourné, cache en réalité une histoire bien plus sombre, celle d'une relation interdite et d'une manipulation spirituelle terrifiante. Comment un mariage en apparence parfait a-t-il pu déboucher sur un complot mortel? Et quel crédit est accordé à la manipulation mentale, quand celle qui en a été victime doit faire face à la justice? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une personne qui se glissera dans la peau d'une tueuse sans pitié, mais le regrettera amèrement. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle où on va parler de manipulation mentale à un niveau extrême. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment je suis arrivé sur YouTube? Grâce à mon ancien patron, ou plutôt à cause de lui. Parce que oui, la vérité c'est que j'ai eu des périodes où je me sentais saturé mentalement, stressé, en surcharge de travail constante, anxieux et avec des difficultés à décrocher, même quand tout semblait aller bien. Et dans ces cas-là, parfois on sait même pas à qui en parler. C'est pour ça que je suis très content que cette vidéo soit sponsorisée par BetterHelp. Trouver un thérapeute adapté, c'est souvent compliqué. Peu de choix près de chez toi, des délais d'attente interminables, parfois même le malaise de faire le premier pas. Et pendant ce temps-là, le patron harceleur ne lâche pas l'affaire, hein. Il est tout le temps là, lui. C'est exactement là que BetterHelp vient résoudre tes soucis. BetterHelp est 100% en ligne, donc déjà il solutionne le problème si tu n'as qu'un choix restreint dans ton secteur. Et c'est ultra simple, ça se fait en 3 étapes. Premièrement, tu remplis un questionnaire pour exprimer tes besoins. Deuxièmement, on te propose un thérapeute français, certifié, expérimenté et enregistré à l'agence régionale de santé. Troisièmement, tu réserves ta première séance. Tu peux ensuite choisir le format qui te convient, vidéo, téléphone, messagerie et même échanger entre les séances. Et si jamais les premiers échanges avec le thérapeute ne te correspondaient pas, ce qui peut arriver au début d'une thérapie, aucun souci. Tu peux changer facilement de professionnel et sans frais. Le but est que tu sois le plus à l'aise possible et que ton soutien soit totalement personnalisé. Tu peux même contrôler ton abonnement et le mettre en pause si tu pars en vacances par exemple. Soutien, je pense que c'est un mot de vocabulaire que mon ancien patron a décidé d'abandonner manifestement. Bon, ce que j'adore avec BetterHelp, c'est la flexibilité. Pas besoin de poser un RTT ou un congé pour un rendez-vous. Pas de distance à parcourir. Tu parles à un professionnel quand tu en as besoin, depuis chez toi, et qui applique la même déontologie que dans les cabinets classiques. C'est fluide, personnalisé et discret. Si tu penses que la thérapie pourrait t'aider, BetterHelp te propose une offre spéciale via mon lien en description. Tu obtiens moins 10% sur ton premier mois directement, via le lien intégré, je le répète. En plus de sûrement t'enlever une épine du pied, ça soutient aussi ma chaîne. Parfois, le plus dur c'est de commencer. Franchement, moi ça m'aurait vraiment aidé lors de ce passage à vide avec mon patron. Alors c'est le moment pour toi, clique sur le lien en description et démarre à ton rythme avec BetterHelp. Le 12 septembre 1990, le soleil se couche sur Colorado Springs, quand Diane Hood, une mère de famille âgée de 32 ans, s'apprête à sortir d'une réunion de groupe. Elle n'en revient toujours pas que le PSG ait gagné sa première Ligue des Champions. Ah non, ça c'est moi. Pardon. Bon, plus précisément, il s'agit d'une réunion de soutien destinée aux personnes atteintes de lupus, qui a lieu au centre communautaire Otis Park. Cette maladie auto-immune a été diagnostiquée à Diane moins de 2 ans auparavant. Et comme beaucoup de patients, elle cherche du réconfort et des conseils auprès d'autres malades, qui traversent les mêmes épreuves qu'elle. Diane quitte le bâtiment après 20 heures, accompagnée d'une amie, dont l'identité n'a pas été révélée. L'air est frais, et la nuit commence à tomber quand les deux femmes se dirigent ensemble vers leurs voitures respectives. Elles ignorent encore que cette soirée, qui avait pourtant bien commencé, s'apprête à virer au drame. En marchant, Diane et son amie entendent des pas derrière elles. Et là, tout bascule. Un homme, vêtu d'habits militaires, d'une cagoule noire et de gants de la même couleur, les talonne et agrippe le sac de Diane pour tenter de lui arracher. Il est armé, donc elle ne résiste pas et le lâche immédiatement, en précisant qu'il peut le prendre. Puis complètement terrorisée, elle repart vers son véhicule d'un pas pressé, pour essayer de quitter les lieux. Mais son agresseur n'a visiblement pas l'intention d'en rester là. Après s'être saisi du sac, il attrape Diane par le bras, la retourne et la pousse violemment au sol. Puis il lui tire dessus. La mère de famille, encore consciente, crie qu'elle vient de se prendre une balle et supplie l'homme d'épargner sa vie. Son amie a eu le temps de se cacher derrière une voiture. C'est de là qu'elle assiste, impuissante, à ce qui va suivre. L'individu s'approche de Diane, qui gît au sol. Grièvement blessée, il arme à nouveau son pistolet, d'un geste délibéré et méthodique. Puis
puis tire une seconde fois sur elle. Après ça, il part en 4e vitesse avec le sac de sa victime. Et l'ami de cette dernière sort de sa cachette pour se précipiter vers elle. Diane est toujours en vie, mais très mal en point. Elle l'exprime d'ailleurs elle-même en disant qu'elle souffre énormément. Son ami essaie brièvement de la calmer, puis retourne en courant au centre communautaire pour aller chercher de l'aide. Quelqu'un à l'intérieur compose alors immédiatement le 911. Et à partir de là, tout va très vite. Diane est rapidement prise en charge par les secours. Malheureusement, ses blessures sont trop graves, et personne n'est en mesure de la stabiliser. Son décès est prononcé très peu de temps après son arrivée à l'hôpital. La première balle a transpercé son dos, avant de ressortir par l'avant de l'épaule gauche. Le deuxième projectile a, quant à lui, pénétré sur le côté droit de la poitrine de Diane, a traversé sa cage thoracique et s'est logé dans son bras gauche. Il a gravement endommagé son cœur et ses poumons, causant des dommages fatals. Une équipe d'intervention du Major Crimes Homicide Unit de Colorado Springs est appelée sur les lieux vers 20h30. Quand elle arrive, les patrouilles ont déjà établi un périmètre et commencé à interroger les témoins. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser qu'il s'agit d'un vol aléatoire qui a très mal tourné. Le sac à main de Diane est d'ailleurs retrouvé à quelques mètres de la scène du crime. À l'intérieur, il y a ses papiers d'identité et son portefeuille, mais aucune carte de crédit ni argent. Ce qui semble confirmer que le tueur était bel et bien là pour voler sa victime. Une équipe cynophile est appelée sur place pour remonter sa piste. Les chiens suivent une odeur qui mène jusqu'à une allée, au nord du centre communautaire, dans laquelle se trouve une poubelle qui contient tous les vêtements du suspect. Il n'y a rien de notable concernant ses habits, à part qu'il y a pas mal de poils de chien marron dessus. Et sans surprise, celui qui les portait demeure introuvable. Il ne s'est pas attardé dans les environs. Pendant que les recherches se poursuivent, quelqu'un doit annoncer la nouvelle de la mort de Diane à Brian, l'homme de 31 ans qu'elle a épousé près de 10 ans en arrière. Les deux membres du couple se sont rencontrés durant leurs études, à l'Angelo State University, située au Texas. Brian était un joueur de football américain talentueux, qui occupait le poste de defensive tackle au sein de l'équipe universitaire, pour ceux qui connaissent. Et Diane était pom-pom girl. Ils se sont mariés en décembre 1980. Avant de déménager quelques mois plus tard à Colorado Springs. Ensemble, ils ont fondé une famille et ont eu 3 enfants, Jarrod, Leslie et Joshua, âgés respectivement de 10, 8 et 3 ans. Sur le plan professionnel, Brian a d'abord travaillé comme vendeur de spiritueux, puis il a changé de carrière. Il est devenu agent d'assurance en 1986, après avoir rejoint la Fellowship Bible Church. Parce que oui, vendre de la tease, ça la fout plutôt mal pour un fervent chrétien évangélique qui est censé éviter d'en consommer, ou très modérément. Diane, de son côté, était mère au foyer, et se consacrait pleinement à l'éducation de leurs enfants. Leur vie a pris un tournant difficile lorsque, quelques mois avant la naissance de Joshua, Diane a appris qu'elle souffrait de lupus, une grave maladie auto-immune qui peut parfois être fatale. Lorsque le diagnostic a été posé, Diane présentait déjà plusieurs symptômes précoces, comme des éruptions cutanées, une fatigue persistante et des difficultés respiratoires. Le couple est néanmoins resté uni face à l'adversité, soudé notamment par leur foi commune, même si Brian est quand même plus investi dans leur religion que ne l'était sa femme. Tous ceux qui connaissaient Diane la décrivaient comme quelqu'un d'exceptionnel. C'était une femme gentille, une bonne mère et une personne généreuse. Il s'agit donc d'une grande perte et d'une véritable tragédie. Cependant, plus les heures passent et plus les enquêteurs doutent de la théorie du vol commis tout à fait par hasard, qui aurait viré au drame. Pour eux, certains détails ne collent pas, et de troublantes questions commencent à s'accumuler. En effet, si l'homme qui a agressé Diane l'a vraiment fait juste pour voler son sac, pourquoi lui avoir tiré dessus, au lieu de partir quand elle lui a donné? Et surtout, pourquoi avoir pris le temps de faire feu une seconde fois, alors qu'elle était déjà à terre? Le voleur ne s'est d'ailleurs même pas intéressé à son ami, qui a assisté à toute la scène. Il a donc volontairement laissé un témoin clé s'enfuir. En plus, les deux femmes sortaient d'un centre communautaire, pas d'une banque. Personne ne vient à une réunion de groupe avec des milliers de dollars dans son sac. Bref, si l'individu espérait récupérer un maximum d'argent, il a clairement mal choisi ses cibles. À y regarder de plus près, les détails du meurtre de Diane suggèrent qu'il ne s'agissait pas d'un vol aléatoire, mais d'un acte délibéré et prémédité. Seulement, la victime ne semblait avoir aucun ennemi. Les enquêteurs comptent donc sur Brian, son époux, pour leur en apprendre plus. Peut-être sait-il qui était susceptible de vouloir la mort de Diane. C'est à l'hôpital que les enquêteurs rencontrent Brian, qui a déjà été prévenu par une personne qui assistait aux réunions de groupe avec sa femme. L'ancien joueur de football américain semble dévasté. Il se ronge les ongles, pleure et se tient la tête en répétant sans cesse « Qui pourrait faire une chose pareille ?» ou
Qui pourrait faire ça à ma femme ? De toute évidence, il n'en sait pas plus que les policiers, qui, au départ, le regardent de travers. Vous connaissez la chanson ? Époux, conjoint, concubin, présumé coupable pour les policiers. Quand une femme en couple est victime d'un meurtre, les enquêteurs se demandent toujours si son partenaire n'est pas impliqué d'une façon ou d'une autre. Une femme ou un homme d'ailleurs. Et s'ils se le demandent, c'est parce que 80% du temps, c'est le cas. Cependant, rien dans le comportement de Brian ne les fait tiquer. Et sa taille à elle seule suffit à le mettre hors de cause. Oui, parce que selon l'ami de Diane, le meurtrier mesure moins d'1m70. Et il est assez mince, tout le contraire de l'époux, qui est grand et athlétique. Du haut de son mètre 90, Brian ne correspond pas du tout à la description qui a été faite du tireur. En plus, il a un alibi en béton, vu qu'il était chez lui avec ses enfants au moment du meurtre. Brian est donc rapidement rayé de la liste des suspects. Et vu qu'il ne peut donner aucune piste aux enquêteurs, il va leur falloir en trouver une grâce aux preuves disponibles. Par chance, elles sont nombreuses. Un élément crucial a été découvert sur la scène de crime, parce qu'il s'avère que l'arme utilisée par le meurtrier n'a rien d'un pistolet ordinaire. Les experts en balistique parviennent à déterminer que la balle qui a tué Diane a été tirée par une arme antique, un Colt de calibre 45, modèle 1873, aussi connu sous le nom de Peacemaker, un choix d'arme assez inhabituel. Qui utiliserait une arme de collection pour commettre un simple vol de rue ? Les délinquants de ce genre utilisent généralement des armes plus modernes, moins chères et plus facilement dissimulables. Pas des pièces de collection qui valent souvent plusieurs milliers de dollars et qui peuvent être faciles à repérer. Plus les enquêteurs creusent, et plus ils pensent que Diane n'a pas été victime d'un meurtre aléatoire. Cette maman de 3 enfants, aimée de tous, a peut-être été la cible d'un crime soigneusement planifié. Mais qui voudrait voir Diane morte ? Et surtout, pourquoi ? La pression qui pèse sur les épaules des policiers augmente. Une communauté entière est sous le choc, et les médias locaux commencent à s'intéresser à l'affaire. Les habitants de Colorado Springs s'inquiètent qu'un tueur sans scrupules soit encore là, quelque part, dans leur rue. Les enquêteurs interrogent les autres membres du groupe de soutien, les voisins de Diane, ses collègues, ses amis. Mais son passé ne leur facilite pas la tâche, parce qu'ils n'y trouvent absolument rien de significatif. Diane semble avoir mené une vie tranquille et sans histoire, quand Brian, de son côté, coopère pleinement avec les enquêteurs. Il répond à toutes leurs questions et se montre disposé à les aider de toutes les façons possibles pour que celui qui a tué sa femme soit retrouvé au plus vite. Mais alors que la peur s'installe progressivement à Colorado Springs, quelqu'un garde en réalité un secret dont la révélation va faire l'effet d'une bombe. Le lendemain du meurtre de Diane, alors que l'enquête piétine déjà fortement, les policiers reçoivent un appel qui va changer le cours de leur investigation. Le propriétaire d'une fleuristerie de la ville, qui vient de lire le journal, contacte les autorités pour leur communiquer des informations pour le moins intéressantes. Ce fleuriste, nommé Rich Shell, explique que depuis quelques mois, l'une de ses employées reçoit régulièrement des appels à la boutique. Et pas de n'importe qui. L'homme qui la demande dit s'appeler Brian Hood. L'employée en question se nomme Jennifer Reali, et elle travaille à temps partiel pour Rich, qui la décrit d'ailleurs comme la meilleure salariée qu'il a jamais eue. Selon ses dires, elle est intelligente, ponctuelle, efficace, et a un excellent contact avec la clientèle. Tout du moins, c'était le cas. Parce que récemment, le comportement de Jennifer a commencé à changer. Elle sort les poubelles quand ce n'est pas son tour, et prend plus de temps que nécessaire quand elle effectue des livraisons de fleurs. Un jour, son patron a donc décidé de la suivre discrètement. C'est à cette occasion que Rich a vu Jennifer dans une voiture avec un homme, et ils ne faisaient pas que discuter. Ils s'embrassaient. Le fleuriste pense que celui qui était avec elle était Brian Hood, le même qui téléphone à la boutique. Puis il ajoute qu'il sait que l'époux de son employé collectionne les armes à feu. Cette révélation change complètement l'orientation de l'enquête, parce que, tristement, les liaisons extra-conjugales sont un mobile assez commun. Et bah ouais, l'entrejambe, c'est un peu comme un deuxième cerveau chez certains. Bon, visiblement, ce second cerveau est clairement moins développé que le principal, manifestement. Encore que, il y a sûrement des exceptions. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs commencent donc à s'intéresser de plus près à la dénommée Jennifer, âgée de 28 ans, mariée et mère de 2 filles de 3 et 1 an. Son mari, Benjamin, abrégé Ben, est capitaine dans l'armée, et il est stationné à Fort Carson, une base militaire proche de Colorado Springs. Les enquêteurs souhaitent savoir s'il possède une arme semblable à celle qui a été utilisée pour commettre le crime dans sa collection. C'est donc le premier qu'ils interrogent. Quand ils arrivent en face de lui, Ben semble immédiatement confus et inquiet. Le capitaine vient d'une bonne famille,
et il a travaillé très dur pour monter les échelons dans l'armée, quitte à parfois négliger sa famille. On voit tout de suite qu'il ne comprend pas du tout pourquoi des policiers veulent le questionner dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Il apparaît vite assez improbable qu'il ait pu faire quoi que ce soit qui aurait pu nuire à sa carrière. Dès le départ, Ben est d'ailleurs totalement transparent avec les policiers. Il confirme immédiatement que oui, il a bien une collection d'armes à feu, dont beaucoup de pièces antiques, parmi lesquelles un Colt 45, un revolver qui se trouve être exactement le même que celui qui a été identifié comme étant l'arme du crime. Plus troublant encore, il avoue que le revolver en question est normalement entreposé à l'armurerie de l'unité, à Fort Carson, mais qu'exceptionnellement, il était chez lui jusqu'au jour suivant le meurtre. Les enquêteurs demandent alors à pouvoir récupérer l'arme pour l'envoyer en laboratoire. Après ça, ils conduisent Ben au commissariat pour pouvoir lui montrer les vêtements que portait le tueur de Diane. En les voyant, il reconnaît la plupart des pièces comme étant potentiellement les siennes. Cependant, il semble qu'il ne soit pas impliqué. Il se trouve que Ben et Jennifer étaient séparés depuis une semaine au moment des faits, et qu'après son départ de la maison familiale, il s'est installé chez l'un de ses collègues. C'est d'ailleurs pour ça que le Colt était chez eux, et non à la caserne. Jennifer lui avait demandé de le laisser là au cas où, pour sa propre protection, parce qu'elle allait être seule avec leur fille en bas âge. Une arme dont elle sait se servir, parce que peu avant, elle avait demandé à Ben de l'accompagner au stand de tir, pour l'aider à s'entraîner. Le soir du 12 septembre 1990, le capitaine a quitté le travail assez tard, vers 21h. Puis il a appelé sa femme pour savoir si elle voulait dîner avec lui. Jennifer a répondu que non, en précisant qu'étant donné que les enfants étaient chez la babysitter pour la soirée, elle allait en profiter pour aller faire une course et sortir faire du sport. Ben a donc raccroché, en pensant qu'il allait manger avec son collègue. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'au moment où il allait passer à table avec lui, Jennifer l'a rappelé pour lui demander de venir immédiatement chez eux. Ben a donc pris le volant. Et quand il a passé la porte de la maison, il a été littéralement traîné vers la chambre à coucher par son épouse, qui voulait absolument faire l'amour. Il a trouvé que Jennifer avait un comportement vraiment inhabituel, et que sa peau était étrangement moite, comme peut l'être celle de quelqu'un qui n'est pas bien ou très stressé. Ben n'est parti que le lendemain pour aller au boulot, et il l'a fait avec le Colt. Jennifer a insisté pour qu'il le ramène à la caserne, parce qu'elle ne voulait plus d'armes dans la maison. Et ça, c'était le jour suivant le meurtre. Forcément, aux yeux des enquêteurs, le timing est extrêmement suspect. Ben a un alibi vérifiable, parce qu'au moment où Diane a été tuée, il était chez son collègue. Mais qu'en est-il de Jennifer? Est-elle réellement sortie faire une course et courir, comme elle l'avait dit à son mari avant de le rappeler? Grâce au témoignage de Ben, les policiers sont en mesure d'obtenir un mandat de perquisition, qui les autorise à fouiller le logement des Reali. Une fois dans la maison, ils trouvent rapidement des munitions du même type que les balles qui ont été tirées sur Diane, avant de découvrir que le couple a un labrador marron, un chien dont les poils correspondent exactement à ceux qui étaient présents sur les vêtements du suspect. À ce moment, les enquêteurs ont déjà de gros soupçons concernant son identité. Et les résultats des tests balistiques viennent confirmer tout ça. En effet, l'expert qui a analysé le Colt 45 appartenant à Ben est sûr à 99% qu'il s'agit bien de l'arme qui a tué Diane. Le 14 septembre 1990, Jennifer est conduite au poste de police pour y être interrogée. Mais au départ, elle nie totalement être impliquée de quelque façon que ce soit. Elle soutient mordicus qu'étant donné qu'elle laisse souvent la porte de derrière déverrouillée, le Colt a dû être volé chez elle par quelqu'un en son absence. Une personne qui aurait d'ailleurs aussi pris des vêtements appartenant à Ben dans un placard, avant d'utiliser le tout pour abattre Diane. Bah voyons. Il y en a vraiment qui doutent de rien parce que, sérieusement, comment c'est possible de croire que les enquêteurs vont gober ça? Son explication n'a rien de crédible. En revanche, elle veut bien admettre qu'elle connaît Brian, et raconte qu'ils ont fait connaissance dans le jacuzzi de la salle de sport qu'ils fréquentent tous les deux. Jennifer dit qu'à ce moment-là, il s'est présenté comme un homme marié et un père comblé par sa vie de famille, dont la priorité restait toutefois la pratique de sa religion. Elle avoue qu'elle a toujours trouvé Brian très beau, mais affirme qu'elle savait dès le départ qu'il n'y aurait rien entre eux, parce qu'ils étaient tous les deux unis à d'autres personnes. En gros, elle nie totalement avoir, ou même avoir eu, une liaison avec lui. Seulement, quand les enquêteurs interrogent le personnel de la salle de sport, dans laquelle Jennifer et Brian se sont rencontrés, ils ne disent pas la même chose. Tous révèlent qu'ils y allaient ensemble quasiment tous les jours, et s'y montraient si proches que tout le monde là-bas pensait qu'ils étaient mariés. Confrontée aux témoignages et preuves qui continuent de s'entasser contre elle, Jennifer commence à devenir nerveuse en salle d'interrogatoire. Puis elle craque. Elle dit aux enquêteurs qu'elle va leur dire la vérité. Une vérité loin d'être flatteuse pour Brian, que tout le monde prend encore pour le parfait père de famille.
Avant de passer aux aveux, Jennifer demande à ce que Ben soit présent dans la salle. C'est donc devant son mari, qui ne s'attend pas le moins du monde à entendre ce qu'elle s'apprête à dire, qu'elle entame son récit. Jennifer raconte que rapidement après leur rencontre, Brian a commencé à la draguer subtilement. C'est en mai 1990, au cours d'un rendez-vous qui s'est déroulé chez elle, qu'il a passé la seconde. Brian était supposé passer voir Jennifer pour lui faire signer un contrat d'assurance. Mais ça, ce n'était visiblement pas le réel motif de cette visite. Il savait que Ben était en déplacement professionnel avec son unité, et il en a profité pour se rapprocher de sa femme. Jennifer n'a pas résisté. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle souffrait de la solitude liée au mode de vie imposé par le travail de Ben. La famille déménageait très souvent, et Jennifer ne pouvait jamais garder d'amis. La seconde, c'est qu'elle admirait beaucoup Brian, notamment pour son fort investissement au sein de l'église évangélique. Une foi très forte, dont elle déplorait l'absence chez son propre mari. Jennifer raconte qu'après ça, elle a entamé une relation extra-conjugale suivie avec lui, et qu'ils ont couché ensemble à 4 reprises. Et elle le fait sous les yeux médusés de Ben, qui se décompose à mesure qu'elle s'étale sur les détails des 10 moments coquins. Finalement, après 1 heure d'explications qui ne concernaient que ce qu'elle avait vécu avec Brian, Jennifer change de registre. En regardant Ben, elle lâche un « Je l'ai fait chérie ». Je l'ai tué. On peut dire que le type a vraiment passé une journée de merde. Il vient d'apprendre que sa femme l'a fait cocu, et qu'en plus, c'est une meurtrière. Les aveux de Jennifer corroborent toutes les preuves recueillies jusqu'à présent. Mais comment est-ce seulement possible? Jennifer n'a vraiment aucun antécédent de violence. Avant les faits, c'était même une femme on ne peut plus normale. Strictement personne n'aurait pu la croire capable d'abattre si froidement une autre mère de famille. La question est là. Comment a-t-elle pu en arriver à tuer Diane? Jennifer y répond rapidement, en révélant que cette idée n'était tout simplement pas la sienne. Selon ses dires, c'est Brian, le mari de la victime, qui l'a manipulée pour la convaincre de tuer sa femme, et a tout organisé. Quand leur relation a évolué vers une liaison amoureuse, l'homme a commencé à exploiter la foi profonde de son amante et ses sentiments envers lui. Brian a utilisé des versets bibliques, toujours sortis de leur contexte, pour justifier leur adultère, et finalement, pour rationaliser le meurtre de Diane. Il aurait dit à Jennifer que, parce qu'ils avaient eu des relations sexuelles, ils étaient maintenant unis aux yeux de Dieu, et qu'elle lui appartenait désormais. En prononçant ce genre de phrase, Brian a en quelque sorte répondu à ses prières, parce que, à ce moment de sa vie, elle espérait vraiment que Dieu lui donne un but. Très pieuse, Jennifer attendait désespérément un signe divin. Par conséquent, elle aperçut sa rencontre avec Brian comme telle. Pour elle, il était celui qui avait été envoyé par le ciel pour la guider vers ce qu'elle était destinée à faire et être. Dans la Bible, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3 dit « Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. » En pervertissant la religion à son avantage, Brian a convaincu Jennifer qu'en tant qu'homme animé d'une intense foi, il était son chef spirituel et qu'il était normal qu'elle lui obéisse. Ces manipulations religieuses ont progressivement fait tomber les défenses morales de Jennifer. Et ça tombe bien, parce que Brian a apparemment un léger problème à régler en la personne de Diane. Quand il a commencé à parler d'elle à Jennifer, après leur début de relation, ça n'était plus dans les mêmes termes que lorsqu'ils se sont rencontrés. Terminé l'homme heureux dans son mariage. Il lui disait que Diane souffrait énormément de son lupus, et que, pour cette raison, elle n'était plus du tout la même personne que celle qu'il a épousée. Brian a joué sur la compassion de Jennifer, en affirmant que la douleur de sa femme était telle qu'elle voulait elle-même mourir, et que la tuer serait un acte de miséricorde. L'homme a toutefois précisé qu'il ne pouvait pas le faire lui-même, parce qu'il serait immédiatement suspecté, juste pour pousser son amante à le faire à sa place. Le tout en précisant qu'après ça, ils pourraient enfin être officiellement ensemble. Selon Brian, c'était là le plan de Dieu. Et à force de manipulation qui exploitait toutes ses vulnérabilités, Jennifer a fini par être persuadée qu'il avait raison et qu'elle devait tuer Diane. Brian lui a alors dit qu'elle devrait absolument tirer 2 fois, pour être sûr que sa femme ne s'en sortirait pas. C'est ce qui explique qu'au lieu de partir après avoir tiré la première balle, Jennifer soit restée pour en tirer une seconde. Après ça, Brian lui avait donné pour consigne de trouver une cabine téléphonique et de l'appeler 2 fois pour lui indiquer que c'était fait. En gros, c'était le signal que Jennifer devait lui donner pour qu'il se tienne prêt à jouer la comédie après le meurtre. La mort violente et prématurée de Diane n'a donc même pas été provoquée par un excès de jalousie ou de passion, qui sont les motifs les plus courants dans ce genre de cas. C'est en réalité quelque chose de plus sinistre encore.
orchestré par un manipulateur habile qui a retourné le cerveau d'une femme pour lui faire commettre l'impensable. Brian voulait se débarrasser de Diane parce qu'à cause de sa maladie, elle était devenue un poids pour lui et il ne voulait pas se salir les mains. Les aveux de Jennifer provoquent son placement immédiat en détention et permettent également aux enquêteurs d'arrêter Brian. Il est accusé de complicité dans le meurtre de sa femme et dès qu'on lui passe les menottes, il décide d'user de son droit à garder le silence, puis engage un avocat. Brian nie catégoriquement toutes les accusations. Il maintient qu'il n'a jamais demandé à Jennifer de tuer sa femme, et qu'elle l'a fait de son propre chef, probablement parce qu'elle a perdu la tête quand il a décidé d'arrêter de la voir. Cependant, les preuves récoltées contre lui ne plaident pas en sa faveur. Les enquêteurs découvrent notamment que peu avant les faits, Brian avait souscrit une police d'assurance décès au nom de Diane. La prime de base était conséquente, vu qu'elle s'élevait à 100 000 $. Mais en cas de mort accidentelle, elle était doublée. S'il n'avait pas été arrêté, Brian aurait donc touché la sainte somme de 200 000 $. En creusant un peu, les policiers parviennent également à retrouver plusieurs femmes avec qui le prétendu mari parfait s'était déjà envoyé en l'air, et ce, bien avant de rencontrer Jennifer. Il n'avait pas que l'évangélisme pour religion. Apparemment, l'infidélité en était une aussi pour lui. Au cours d'une soirée camping entre hommes, Brian avait même dit à ses amis qu'il aimerait qu'il l'aide à tuer Diane. Mais ce dernier avait cru qu'il s'agissait d'une blague. Eh ben, visiblement pas. L'ennui, c'est que ce ne sont que des preuves circonstancielles. Aucune preuve tangible ne relie Brian au meurtre de sa femme. Ce qui veut dire que le dossier à charge constitué par l'accusation a des chances de ne pas être assez solide pour le faire condamner. Si Jennifer n'accepte pas de témoigner à son procès, il y a même des chances qu'il parvienne à sortir libre. Afin de rendre le dossier d'accusation béton, les procureurs proposent un accord à l'avocat de Jennifer. Si elle accepte de témoigner au cours du procès de Brian, alors elle obtiendra la garantie que la peine capitale ne sera pas requise contre elle. Jennifer accepte, mais dans le cadre de cet accord, son avocat partage volontairement certaines informations avec les procureurs. Un acte qui a une conséquence désastreuse pour sa cliente. Le tribunal décide que ces partages d'informations constituent une renonciation au privilège avocat-client. Résultat, l'avocat de Jennifer est forcé de transmettre l'intégralité de son dossier à la défense de Brian et aux procureurs qui la poursuivent. Une décision extrêmement rare et controversée, qui a d'ailleurs été jugée incorrecte par un autre tribunal ensuite. Mais les dégâts étaient déjà faits. L'accusation a pu prendre connaissance d'une importante quantité d'informations confidentielles qu'elle n'aurait jamais dû voir. En 1991, soit un an après les faits, Brian est jugé pour sa participation supposée au meurtre de sa femme. Contrairement à Jennifer, il continue de nier véhément toute implication dans le crime. Son ex-amante témoigne longuement à son procès. Elle détaille leur relation, la manipulation qu'elle a subie de sa part et comment il l'a convaincue de tuer sa femme. Son témoignage est accablant et émotionnellement chargé. À la barre, Jennifer tremble et pleure. On peut voir qu'elle dit la vérité quand elle affirme qu'elle ne voulait pas tuer Diane. Le manipulateur, qui a tout orchestré, lui, reste de marbre et écope d'une peine finalement assez légère parce qu'il est jugé non coupable de meurtre avec préméditation. Brian est condamné à 37 ans d'emprisonnement pour meurtre au second degré et complot en vue de commettre un meurtre, avec une peine de sûreté de 22 ans. Quand vient le tour de Jennifer d'être jugée, l'année suivante, elle ne nie pas les faits, mais plaide non coupable pour cause d'aliénation mentale, sur conseil de son avocat. Selon ce dernier, elle n'était pas dans son état normal lorsqu'elle a tiré sur Diane, parce qu'elle était sous l'emprise psychologique de Brian. L'homme a exercé sur elle une forme de contrôle mental, qui l'a poussée à commettre un acte qu'elle n'aurait jamais commis si elle ne l'avait pas rencontré. Les experts en psychologie sont divisés sur l'état mental de Jennifer. Pour certains, c'est une femme profondément religieuse, dont la foi a été exploitée par un homme charismatique et manipulateur. Pour d'autres, c'est une femme adulte, intelligente et psychologiquement stable qui a fait le choix conscient de tuer. Et il est vrai qu'elle a commis certains des actes qui caractérisent la préméditation du crime. Jennifer a emprunté l'arme de son mari, s'est entraînée au tir, s'est habillée en tenue militaire et a attendu Diane sur le parking. Puis elle a tiré sur elle 2 fois, dont une à bout portant, alors que la victime était déjà à terre. À l'époque, la question de l'existence du contrôle mental ou de la manipulation coercitive fait énormément débat. Aujourd'hui encore, bien que de plus en plus d'experts reconnaissent que c'est une réalité,
le concept reste discuté dans les tribunaux. Les médias suivent l'affaire de la Fatal Attraction Killer avec passion. Et l'opinion publique est exactement comme ceux qui sont chargés de juger Jennifer, c'est-à-dire divisée. Cependant, malgré ses dénégations, elle est bel et bien reconnue saine d'esprit. Et il est déterminé qu'elle était pleinement consciente de ses actes au moment du meurtre. Le procès de Jennifer s'ouvre à Glenwood Springs, en raison de la publicité médiatique entourant l'affaire à Colorado Springs. Il démarre en février 1992 et dure 7 semaines. Une quantité importante de preuves concernant les événements qui ont mené au crime, et le crime lui-même, est présentée. À cause de la transmission du dossier de son avocat à la partie adverse, et en dépit de sa coopération, Jennifer prend tarif. Elle est reconnue coupable de meurtre au premier degré, donc avec préméditation, et de complot en vue de le commettre, puis condamnée à la perpétuité. Brian s'en est donc tiré à bien meilleur compte, alors qu'il a été le cerveau de l'opération. Cette différence de traitement soulève des questions brûlantes. Est-ce vraiment juste? La manipulation psychologique et religieuse dont a été victime Jennifer n'aurait-elle pas pu être considérée comme un facteur majeur? Jennifer aurait pu dire non à n'importe quel moment, mais elle ne l'a pas fait et, juridiquement, c'est visiblement tout ce qui compte. Elle entame alors en prison un long voyage d'introspection qui va la transformer profondément. Brian, lui, va s'illustrer d'une façon bien moins positive. Vous allez voir. En 1997, alors qu'il purge sa peine de 37 ans pour complot de meurtre dans une prison de sécurité moyenne à Canyon City dans le Colorado, Brian s'évade avec un autre détenu. Selon les informations rapportées par le journal local, les deux hommes ont utilisé des coupes-boulons pour découper une double clôture de la prison et s'échapper. Leur cavale ne dure cependant pas bien longtemps. Les autorités retrouvent et capturent les fugitifs dans les heures qui suivent, parce qu'ils n'avaient apparemment pas élaboré de plan à suivre après avoir franchi les clôtures. Cette tentative d'évasion a des conséquences significatives pour Brian, vu qu'elle repousse sa date d'éligibilité à une libération conditionnelle de 5 ans. Un détail intéressant, qui montre que même après sa condamnation, l'homme a préféré prendre des risques importants plutôt que d'accepter sa peine. Contrairement à Jennifer, qui, selon les témoignages, est restée une prisonnière modèle tout au long de son incarcération. Faisons maintenant un bond dans le temps, jusqu'au début des années 2010. 20 ans se sont écoulés depuis cette tragique affaire. Jennifer, qui a désormais 48 ans, a eu 2 décennies pour réfléchir aux conséquences dévastatrices de ses actes. Elle est devenue ce qu'on appelle souvent dans la tradition évangélique une « born-again Christian » ou chrétienne régénérée. Sa foi a pris une direction différente, axée sur la rédemption et le repentir. Durant son incarcération, elle a appris à jouer de la guitare et a composé puis enregistré 2 albums de musique gospel. Une démarche musicale qui n'est pas seulement artistique, mais aussi spirituelle. Cette conduite exemplaire va provoquer un rebondissement inattendu dans l'affaire, que beaucoup considéraient comme définitivement classée. En 2011, le gouverneur du Colorado, Bill Ritter, fait une fleur à Jennifer avant de quitter ses fonctions. Il commue sa peine à perpétuité et la rend admissible à une libération conditionnelle beaucoup plus tôt que prévu. Il n'a pas été précisé combien d'années de prison elle avait encore à purger à ce moment-là, mais probablement encore un paquet. Plus surprenant encore, John Suthers, l'un des procureurs qui avait poursuivi Jennifer, approuve complètement cette initiative. Après avoir revu l'affaire avec du recul et une meilleure compréhension de la dynamique de manipulation psychologique, il a conclu qu'elle méritait une seconde chance. Il a précisé qu'il pensait que Jennifer présentait très peu de risques de récidive et que son témoignage avait été crucial pour obtenir la condamnation de Brian. Le fait qu'un procureur change d'avis aussi drastiquement reste assez rare. Ça montre à quel point cette affaire est complexe et nuancée, et à quel point la compréhension de la manipulation coercitive a évolué avec le temps. Durant les 6 années suivantes, Jennifer dépose 3 demandes de libération conditionnelle, qui sont toutes refusées. Et ce, malgré son état de santé qui se détériore de plus en plus. En effet, un cancer du pancréas lui a été diagnostiqué en 2014. La donne change en fin d'année 2017. Lors de sa 4e audience de demande de libération conditionnelle, elle déclare qu'elle souhaite donner en retour à cette société, qu'elle a si gravement blessée. Jennifer espère pouvoir faire de son histoire un avertissement pour les autres. Et le 12 décembre 2017, elle retrouve finalement sa liberté. Elle est relâchée après presque 27 ans passés derrière les barreaux. Et Jarrod Hood, le fils aîné de Diane, s'exprime rapidement à ce sujet. Dans un communiqué public, il déclare qu'il soutient la décision de la Commission des libérations conditionnelles
et qu'il est prêt à pardonner à Jennifer au nom du Christ, parce que c'est ce que sa mère aurait voulu. Après ça, Jennifer se fait discrète. Elle travaille quelques mois chez Inside Out Ministries, une organisation qui aide les anciens détenus à se réinsérer dans la société, située à Denver. Mais elle n'a pas le temps d'en faire beaucoup plus. 3 mois seulement après sa libération, son cancer, arrivé en phase terminale, est incurable et progresse très rapidement. Jennifer meurt des suites de sa maladie le 24 mars 2018, à 2 mois de ses 56 ans. L'instigateur du meurtre est libéré à son tour le 11 mars 2019, après avoir purgé plus de 29 ans de prison sur les 37 auxquels il avait été condamné. Après sa libération, à l'âge de 60 ans, Brian refait sa vie loin des micros des journalistes et refuse généralement de parler de l'affaire. Il n'a jamais daigné avouer son implication dans la mort de Diane, et n'a pas non plus exprimé de remords, en tout cas publiquement. BetterHelp, qui a sponsorisé cette vidéo et que je remercie, aurait peut-être pu aider Brian ou Jennifer. N'oubliez pas mon lien en description si vous voulez commencer une thérapie 100% en ligne. Voici pour cette terrible affaire criminelle. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Seigneur en commentaire. Je vous remercie d'être toujours présent sur les vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous voulez suivre le reste du contenu qui arrive. Je vous remercie de m'avoir regardé encore une fois et je vous dis à très vite. Bye.